Cher Stéphane, le plaisir est partagé. Ravi de te voir chez nous et d'entendre ta belle voix et ton bel accent du Sud-Ouest. J'ai vu un ancien de nos internes, Emmanuel Cransac, également, bel accent du Sud-Ouest. Donc je te salue Stéphane, je salue Frédéric. Bravo à Jérôme pour cette présentation difficile, sur un sujet difficile. Un grand merci à Monsieur Massour pour cette invitation et bonjour à tout le monde. Tous les gens que je reconnais, ceux que je reconnais moins, quelle tristesse, la vieillesse, je vois mal de loin. Donc il y a certainement des visages amis que je n'ai pas reconnus. Et puis bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Je suis très heureux et en même temps un petit peu inquiet de parler d'un sujet aussi difficile. J'ai simplifié par souci de sobriété le titre, Pierre-Laurent, mais le sujet est là. Comment est-ce que la bicuspidie et le sport de haut niveau vont-ils interagir? Quelles sont les interactions entre la bicuspidie aortique et le sportif de haut niveau qui va solliciter le cardiologue dans plusieurs situations, schématiquement 2 situations. Il pourra s'agir du sportif qui veut s'engager jeune vers une carrière professionnelle et chez lequel on vient de découvrir une bicuspidie, ou alors il pourra s'agir du sportif accompli qui veut savoir s'il peut la poursuivre, cette activité, avec en toile de fond, bien sûr, le spectre de la mort subite, le spectre de la dissection et la dimension médico-légale que revêt la question, qui sera une question qui va vous être très fréquemment posée. Pourquoi très fréquemment posée? C'est là toute la pertinence, Pierre-Laurent, du sujet, parce que vous le savez, bien la prévalence de la bicuspidie est extrêmement élevée. C'est la même que celle d'ailleurs, Jérôme, du prolapsus, quelque chose près. C'est pas la même génétique, mais c'est la même. 2% de la population, 150 millions d'individus dans le monde. Donc c'est un sujet qui va se poser très fréquemment. Et on va retrouver la même prévalence chez le sportif et notamment chez l'athlète de haut niveau. Alors, cette bicuspidie, ce qu'on en sait, c'est qu'a priori, elle est responsable de plus de morbidité que toutes les autres cardiopathies congénitales réunies. C'est d'ailleurs la plus fréquente des cardiopathies congénitales. Elle prédomine chez l'homme. C'est à ce titre que je parlais du fils et non pas de la fille. Et elle est caractérisée, grande spécificité, par l'hétérogénéité de sa présentation, de ses complications. Et donc, si contre-indication au sport il y a, elles seront vraisemblablement sélectives. On sait que, vous savez que, la seconde spécificité d'une valve bicuspide est d'exposer le patient qui en est porteur à un risque de dégénérescence valvulaire accélérée. Alors, il y a 2 voies. La voie du haut, la voie de la dégénérescence fuyante, et la voie du bas, celle de la dégénérescence sténosante, qui en général sont assez écartées. La voie de la dégénérescence fuyante touche une écrasante majorité d'hommes, ça c'est le premier point, et elle survient à un âge beaucoup plus jeune. Donc elle peut concerner le sportif, y compris l'athlète de haut niveau, alors qu'en bas, la dégénérescence sténosante survient plus tard, mais pourra concerner, pourquoi pas, le sportif senior. En termes de physiopathologie, pour faire très simple, la dégénérescence sténosante, c'est de la transformation en os du tissu valvulaire, comme en atteste la surexpression de marqueurs de l'inflammation, qui sont en fait des marqueurs pro-apoptotiques, mais également générateurs de transformation ostéoblastique. Et pour ce qui est de la transformation fuyante, de l'évolution fuyante d'une valve bicuspide, ça, la physiopathologie est beaucoup moins bien connue. Le mécanisme de la fuite, c'est un prolapsus en général de la sigmoïde conjointe, parfois de la sigmoïde contralatérale, mais c'est plus rare. Il y a parfois un certain degré de restriction valvulaire. Sur le plan physiopathologique, c'est moins connu. Ça, c'est le résultat de travaux qui sont menés depuis quelques années au laboratoire de Stéphane Zafran, avec lequel on travaille étroitement, et qui semblent montrer qu'il s'agit là d'une dégénérescence myxoïde, comme au niveau de la valve aortique, ce qui n'a pas été, comme au niveau de la valve mitrale, pardon, ce qui n'a pas encore été publié à ce jour. Toujours est-il que le déterminisme de cette dégénérescence, que la valve s'engage vers une fuite ou vers une sténose, n'est pas connu. S'agit-il d'un facteur exclusivement génétique ou de facteurs acquis? Est-ce que le sport, par exemple, peut l'accélérer? Bien ça, ce n'est pas connu. Logiquement, vous connaissez cette étude, puisque ce fut la première, historiquement, à avoir redécouvert la bicuspidie après 4 siècles d'oubli, finalement, depuis la première description qu'en avait faite Léonard. Eh bien, logiquement, les événements médicaux et chirurgicaux en lien avec la dégénérescence valvulaire sont les plus fréquents chez des patients issus de la communauté sans dysfonction valvulaire au moment du diagnostic. Eh bien, vous allez observer 20 ans après le diagnostic un tiers d'entre eux qui auront présenté au moins un événement cardiovasculaire non chirurgical, incluant insuffisance cardiaque, mortalité. En termes de chirurgie, c'est à peu près un quart. Et cette chirurgie concerne
essentiellement les dégénérescences sténosantes. Donc il s'agit de remplacement valvulaire pour des sténoses aortiques qui surviennent en moyenne 15-20 ans plus tôt que dans la population générale, à un âge moyen de 49 ans, et en moyenne 11 ans après le diagnostic. En tout cas, dans cette série, si vous combinez les événements médicaux et les événements chirurgicaux, vous obtenez quelque chose comme 40-42%, avec plusieurs remarques. Donc la première, on l'a déjà dit, ces événements surviennent plus tôt dans la vie. La seconde, elle est importante, ces événements sont distribués de façon hétérogène, avec 2 facteurs de risque principaux, l'âge, ce sont des complications qui surviennent avec le temps, et notamment l'âge supérieur à 50 ans, et la présence, chez ces patients dont pourtant la valve ne dysfonctionnait pas significativement au diagnostic, la présence d'un épaississement valvulaire, de ce qu'on pourrait appeler une sclérose valvulaire. Vous voyez que selon que cette sclérose était présente ou pas, les taux d'événements étaient extrêmement différents. Alors ce travail a été complété par un autre quelques années plus tard, qui lui n'avait pas exclu les dysfonctions valvulaires significatives au diagnostic. Vous voyez que là, du coup, 25 ans après le diagnostic, le taux d'événement atteint 50-53%. Il s'agit essentiellement de remplacement valvulaire aortique pour sténose aortique, là encore un âge en moyenne 20 ans plus jeune que l'âge auquel ces événements sont observés chez les patients avec valve tricuspide. Et ce qui faisait dire quand même aux auteurs, et peut-être qu'il faudra en tenir compte chez le sportif, que c'est vrai que 50% c'est beaucoup, mais ce n'est pas 100%. Et donc l'aphorisme ancien qu'on avait appris, selon lequel toute valve bicuspide sera remplacée avant l'âge de 60 ans, mérite peut-être une petite révision à la recherche finalement de facteurs de risque de dégénérescence valvulaire clinique, échographique, phénotypique. On a parlé de la sclérose valvulaire. Il y a peut-être aussi le RAFé, qui est un facteur de risque d'évolution vers une forme fuyante ou sténosante. Et pour ce qui est des facteurs de risque de progression vers la dégénérescence fuyante, peut-être la forme NCCD, la fusion rare, 20%, entre la sigmoïde non coronaire et la sigmoïde coronaire droite. Troisième grande caractéristique de la bicuspidie, on a parlé de l'hétérogénéité, on a parlé de la dégénérescence valvulaire accélérée, et bien la orthopathie qui fait que cette valvulopathie est une valvulo-aortopathie, la orthopathie qui est extrêmement fréquente et pour laquelle s'oppose, vous le savez, on dit un mot très très bref, la théorie génétique à la théorie acquise. En faveur de la théorie génétique, sa haute prévalence, 80%, pratiquement des patients avec bicuspidie ont une dilatation de l'aorte. Le fait qu'elle soit documentée chez les enfants, qu'elle puisse progresser après remplacement valvulaire, et surtout le fait que sur le plan histologique, on observe des remaniements de la média qui sont très proches de ceux du Marfan. Et puis de l'autre côté, il y a une théorie acquise, et probablement que l'une n'exclut pas l'autre, une théorie acquise qui veut qu'une valve bicuspide, même sans fuite, même sans sténose, est intrinsèquement dysfonctionnelle en raison du caractère asymétrique de l'orifice aortique et de la mobilité réduite de la sigmoïde conjointe, ce qui va entraîner un déploiement asymétrique du flux dans l'aorte ascendante qui va venir heurter tel ou tel segment de l'aorte et créer des phénomènes certes moléculaires mais qui seront stress dépendants, qui ne seront pas que génétiquement déterminés. Prévalence 80%, incidence, et ça nous intéresse chez le futur sportif par lequel on va terminer, je vous rassure, incidence chez des patients qui sont indemnes de dilatation anévrismale à 25 ans du diagnostic, incidence 25%, ce qui est très élevé, 80 fois supérieur à ce qui est attendu dans la population générale. Incidence de la chirurgie de l'aorte ascendante, 20-22%, et cette incidence très élevée contraste, vous le voyez, avec une incidence très faible de dissection aortique, ce qui, alors très faible en valeur absolue, mais ce qui correspondait quand même à une incidence 8 fois supérieure à celle de la population générale. Mais ce qui a fait dire aux auteurs que d'une part, bicuspidie et Marfan ne sont pas les mêmes entités, manifestement, même si on a voulu le faire croire un temps, et d'autre part, cette discordance entre haute incidence de la dilatation anévrismale et faible incidence en valeur absolue de la dissection, cela fait dire aux auteurs que probablement les diamètres aortiques n'étaient pas le seul facteur de risque. Le phénotype de la bicuspidie n'en était pas un. Dans ce travail, peut-être que le phénotype de la dilatation en est un. Il y a 2 types de dilatation dans la bicuspidie, le phénotype racine, rare, 20%, et le phénotype aorte tubulaire, 80%. Mais dans ce travail, il semblait que, sans entrer dans le détail, c'est un travail issu de Cleveland, qui était un travail rétrospectif et issu d'un centre tertiaire, qui n'était pas mené dans la population, mais quand même, dans ce travail, il était noté une corrélation entre les diamètres et le risque de dissection, mais différente selon que l'on s'adressait à un phénotype racine ou tubulaire.
Dans le phénotype racine, regardez le risque augmenté des 50 mm, alors que dans le phénotype tubulaire, ce phénotype augmentait seulement, le risque de dissection augmentait seulement à partir de 55 mm. Et ce ne sont pas des recommandations, mais des consensus d'experts. Il est dans l'air du temps de considérer que ce phénotype racine serait peut-être effectivement un facteur de risque de dissection indépendant et qui conduirait à abaisser le seuil d'intervention à 50 mm, alors qu'il est actuellement fixé, en l'absence d'autres facteurs de risque, à 55 mm. Est-ce que tant de morbidité convertie en termes de mortalité s'associe à une surmortalité? Vous le savez, a priori non. En tout cas, lorsque l'on s'adresse à des bicuspidies relativement peu évoluées, en termes de mortalité, la mortalité observée rejoint celle attendue. C'est un petit peu surprenant, mais c'est comme ça. Chez des patients un peu plus graves au moment du diagnostic, des nuances ont été apportées, mais chez des patients avec bicuspidie peu dysfonctionnelle au diagnostic, peu d'aorthopathie et des patients relativement jeunes, voilà ce qui était observé. C'est encore plus vrai, transition avec la fin de cette présentation, chez des patients pédiatriques. Patients pédiatriques, donc là il y avait près de 1000 patients qui étaient porteurs de bicuspidie relativement peu évoluée, mais enfin quand même avec quelques fuites aortiques, avec quelques sténoses, 11% de sténose. Eh bien, chez ces patients-là, le taux d'événement a été extrêmement faible, pas de dissection, pas de mortalité, et un taux d'événement en termes du suivi inférieur à 4%, dominé par la nécessité de dilater des valves aortiques sténosées au ballon, avec comme facteur de risque peut-être là encore la fusion NCCD et indiscutablement la forme sténosante, une dégénérescence sténosante précoce, est un facteur de risque d'événement. Alors, fort de tout cela, on va terminer sur la façon dont le sport de haut niveau, on va parler du sport de haut niveau, celui qui vous intéresse, j'imagine, puisque c'est celui pour lequel vous serez sollicité. Donc, on va parler des interactions possibles entre le sport de haut niveau et cette valve bicuspide, et de la façon aussi dont on peut interpréter ce qui revient au sport de haut niveau et ce qui revient à une bicuspidie, notamment dans le contexte d'une bicuspidie fuyante. C'est vrai que le sport de haut niveau, notamment endurant, il y a des spécialistes dans la salle de ce type de sport, va dilater le ventricule gauche, mais dans une certaine mesure, jusqu'à un certain seuil. Chez des athlètes olympiques, les diamètres télédiastoliques moyens chez les hommes et chez les femmes étaient de l'ordre de 58 mm chez l'homme, 52 mm chez la femme, et surtout ne dépassaient jamais 70 mm chez l'homme. Et encore, c'était très rarement atteint, ou 60 mm chez la femme. Et en termes de volume télédiastolique, on était aux alentours de 170-180 millilitres de volume télédiastolique chez l'homme et de 130-140 chez la femme, ce qui veut dire qu'en présence d'un athlète avec valve bicuspide et remodelage cavitaire au-delà de ces valeurs-là, attention, avant de les attribuer à un cœur d'athlète, il faut quand même bien s'assurer que ce n'est pas l'expression d'un processus pathologique valvulaire qu'on aurait peut-être sous-estimé. En matière de dilatation de l'aorte ascendante, est-ce que le sport de haut niveau à lui seul dilate l'aorte? Peut-être un peu, mais pas beaucoup. Et en tout cas, lorsqu'on comparait ces 5000 et quelques athlètes à 700 contrôles, on s'apercevait que c'est vrai qu'il y avait une différence, mais enfin, elle était relativement faible en termes d'amplitude, quelques millimètres, et surtout sur le plan clinique, elle était sans signification. Pratiquement aucun athlète ne dépasse, à cause du seul sport de haut niveau, 40 mm chez l'homme, 34-36 mm chez la femme, ce qui veut dire que lorsque vous observez un athlète avec un diamètre aortique, des diamètres aortiques au-delà de ces valeurs-là, attention avant de les attribuer au cœur d'athlète. Alors ceci étant rappelé, est-ce que dans le cas, c'est celui qui vous intéresse, d'une bicuspidie peut évoluer finalement sans aortopathie, est-ce que le sport de haut niveau va en aggraver le destin, finalement? C'est ça la question. Une première façon d'y répondre est de regarder l'ensemble des morts subites colligées aux États-Unis entre 2014 et 2018. Athlètes de 11 à 29 ans, qui au moment de la mort subite ou de l'arrêt cardio-circulatoire récupéré avaient 17 ans. C'est survenu essentiellement pendant l'activité physique. Et quelques athlètes sont décédés pendant leur sommeil. Vous voyez que la première des étiologies, ou les premières des étiologies, étaient 1. Les hypertrophies ventriculaires, gauche, sarcomérique ou pas. 2, attention, capitale, les anomalies de naissance des coronaires. Il y avait ensuite les causes
non élucidés, et puis il fallait aller très loin pour retrouver la dissection, pour retrouver les valvulopathies respectivement responsables de 3 et 2%. Donc la bicuspidie est fréquente, mais à cette fréquence-là contraste vraisemblablement sa faible implication dans la mort subite des athlètes. Donc premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on va terminer pratiquement par là si M. Massot me donne encore quelques minutes. Deuxième élément de réponse, comment se comporte, et c'était le titre de ce travail d'ailleurs, une valve bicuspide chez l'athlète de haut niveau. Il y a 3 papiers sur le sujet, je vous en ai cité un qui émane d'une grande série d'athlètes espagnols qui ont été dépistés par échographie, ce qui a permis d'identifier 41 bicuspidies, donc vous voyez la prévalence 1% à peu près, on retrouve chez l'athlète la prévalence de la population générale, peut-être une peine un peu plus faible dans cette série, et ils ont été comparés à des athlètes avec valve tricuspide et à des bicuspidies non athlètes. Alors première constatation en termes de dysfonctionnement valvulaire, aucune sténose chez des patients dont l'âge moyen se situe aux alentours de 20 ans. Donc pas de sténose, le seul dysfonctionnement valvulaire était la fuite, la plupart du temps minime, parfois modéré, et surtout important, en termes de distribution de la sévérité, pas de différence chez les bicuspides, qu'ils soient athlètes ou pas, ce qui laissait penser que le sport de haut niveau n'altérait pas la destinée d'une valve bicuspide peu évoluée, dont la dégénérescence suit peut-être plutôt un programme génétique. Ça, c'était la première conclusion. Deuxième observation, en termes de remodelage cavitaire. Lorsque l'on comparait les athlètes bicuspides ou tricuspides aux non-athlètes bicuspides, leur diamètre ventriculaire et atriaux était supérieur, ça indiscutablement, en tout cas chez l'homme. En revanche, lorsque l'on comparait entre les athlètes, qu'ils soient bicuspides ou tricuspides, pas de différence, c'est important, ce qui laissait penser que le remodelage cavitaire était beaucoup plus le fait de l'entraînement que de la bicuspidie. Et enfin, et à contrario, et de façon symétrique, en termes de diamètre aortique, eh bien, quand on comparait les athlètes entre eux, bicuspides versus tricuspides, les bicuspides avaient des diamètres supérieurs, indiscutablement. En revanche, lorsqu'on comparait les bicuspides entre eux, athlètes versus non-athlètes, les diamètres étaient équivalents. Ce qui laissait penser là que, pour le coup, la dilatation aortique chez les bicuspides n'est pas le fait du sport, et ça fait écho à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, mais bien le fait de la bicuspidie. Et que le sport, finalement ne l'aggrave pas tant que ça, cette aortopathie, en termes d'évolution, de suivi. Certains athlètes ont été suivis par écho, tous ont été suivis cliniquement. On a observé, c'est vrai, une petite progression des diamètres aortiques significative au niveau de l'aorte tubulaire, mais sur le plan clinique, quelques millimètres, simplement 0,2 mm par an, c'est faible, sans événement, sans progression de l'insuffisance aortique, ce qui a fait dire aux auteurs que finalement, dans les stades précoces de bicuspidie, le sport de haut niveau n'affecte pas la destinée de la valve et probablement pas celle, en tout cas de façon significative, de l'aorte ascendante. Alors, il est évident que toutes ces situations-là, on n'a aucune réponse. Qu'en est-il des valves bicuspides avec fonction valvulaire plus altérée? Qu'en est-il des valves bicuspides avec aortopathie très significative? Qu'en est-il des patients dont la valve a été opérée ou dont l'aorte a été réparée, l'aorte thoracique? Eh bien ça, on ne le sait pas. Raison pour laquelle, je termine là-dessus, Pierre-Laurent, si tu me laisses encore 1 minute et demie, raison pour laquelle les recommandations récentes, il faut le citer, les citer ces textes. 2015 États-Unis, c'est la réactualisation de l'historique conférence de Bethesda, et 2020 pour les recommandations européennes. Très beaux textes, tous les deux. Je vous engage à les lire. Enfin, je sais que j'ai des spécialistes dans la salle qui le sont même largement plus que moi du sport, et je sais que vous les avez lus. Mais ces recommandations sont marquées du sceau de quoi? Du sceau de la prudence, voire de l'extrême prudence, et du sceau du bon sens clinique. On peut les résumer en disant 2 choses. À une extrémité du spectre, bicuspidie non compliquée, sans dysfonction valvulaire, sans aortopathie, rien n'est interdit, y compris en compétition. À l'autre extrémité, bicuspidie avec dysfonctionnement modéré ou sévère symptomatique ou aortopathie sévère. Tous les sports sont interdits, ces athlètes sont disqualifiés. Si vous le souhaitez, on peut donner la nuance. Et la lecture de ce texte, elle est éclairée par ce tableau qui vous donne justement la liste des sports en fonction des contraintes cardiovasculaires qu'ils impliquent et en fonction de l'intensité de l'effort. En rouge, les sports de très haute intensité, en vert, de faible intensité. Lorsque la bicuspidie s'accompagne d'une fuite valvulaire minime ou modérée, aucune restriction au sport de compétition. Si la fuite est sévère, restriction uniquement au sport de compétition avec très haute intensité. Autrement dit, les sports avec faible intensité modérée sont
autorisé, à condition bien sûr que le patient soit asymptomatique, qu'il ait un test d'effort négatif qui mime l'effort qu'il fait pendant ses entraînements et en compétition, et à condition que la FEVG soit normale. En cas de sténose aortique minime, aucune contre-indication au sport de compétition. Modérés, seuls sont autorisés les sports à faible ou moyenne intensité. Sévère, attention, aux États-Unis, tous les sports de compétition sont interdits. En Europe, du bout des lèvres, les sports d'adresse de faible intensité sont autorisés. Ce sont ceux-là dans lesquels on va retrouver quand même le tennis de table en simple. C'est pas rien. À prendre peut-être avec précaution. Et enfin, pour ce qui est de la orthopathie, 4 groupes à risque croissant. Aucune contre-indication pour un Z-score inférieur à 2, pour une aorte inférieure à 40. Aucune contre-indication au sport de compétition. Faible risque, entre 40 et 45, Z-score 2, 3, 5. Les sports de haute intensité, les sports de contact, les sports de force sont interdits. À peu près pareil aux États-Unis. Entre 45 et 50, attention, aux États-Unis, tous ces athlètes sont disqualifiés à partir de 45. C'est sévère. En Europe, les sports de compétition, d'adresse ou d'endurance de faible intensité sont permis. Au-delà de 50, en Europe comme aux États-Unis, tous les sports de compétition sont contre-indiqués, en tout cas tant que l'aorte n'est pas réparée. Alors justement, à propos de la chirurgie, point d'interrogation, ce texte-là ne la mentionne pas. Le texte qui a été publié un an après, en 2021, qui est issu à peu près du même groupe, dit, et c'est un statement comme diraient les Américains, dit qu'une prothèse se comporte comme une valve native avec dysfonction modérée. Pourquoi pas? Et à ce titre-là, doit être traité comme tel. Ça veut dire que le sport de compétition chez ces patients-là n'est pas interdit. Si la prothèse est mécanique, attention à l'anticoagulation qui interdit les sports de contact, pensez au rugby bien évidemment, mais pas que. Et si l'aorte est réparée, elle reste fragile là où elle ne l'a pas été réparée. Les sports de contact, les sports de haute intensité sont contre-indiqués. J'ai terminé, dernière diapositive. Si vous appliquez ces recommandations chez des enfants, c'est fictif comme étude, mais elle a été publiée, chez des enfants athlètes, un tiers d'entre eux, un peu plus, un tiers d'entre eux vont être contre-indiqués dans les 4 années qui vont suivre, essentiellement pour une dilatation de l'aorte. Et ça, il faut le dire aux enfants et aux parents qui vous sollicitent, premier cas clinique dont on parlait, pour qu'ils l'intègrent dans leur plan de carrière et peut-être qu'ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. En conclusion, je vous rappelle que c'est une valvulopathie génétiquement déterminée, haute morbidité, mais très hétérogène, plutôt moins de morbidité chez le jeune, morbidité dominée par la sténose aortique qui conduit au remplacement valvulaire, par la dilatation de l'aorte ascendante qui conduit à sa réparation souvent, peu de dissection chez l'athlète qui en est porteur d'une bicuspidie. Bilan complet, qui va comporter, si la valve dysfonctionne, un test d'effort, probablement aussi un scanner. Pourquoi un scanner? Pour les diamètres aortiques, d'accord, mais pour les coronaires, donc c'est un scanner avec coroscanner. Anomalie de naissance des coronaires, parfois associée à la bicuspidie. Deuxième cause de mort subite chez l'athlète jeune. Un athlète futur ou présent qui n'a pas de dysfonction valvulaire, bien que bicuspide, qui n'a pas d'orthopathie significative, il peut s'engager dans le sport de compétition. Attention, un tiers d'entre eux sera contre-indiqué ou seront contre-indiqués dans un avenir relativement proche. Et puis, toutes les inconnues concernent les bicuspidies avec dysfonction valvulaire plus marquée, avec orthopathie plus significative, qui pose cette question-là, c'est la dernière, la question sans réponse, le débat non résolu du patient ou de l'athlète qui est trop malade pour jouer, mais pas encore assez malade pour être opéré, pour être réparé. C'est la réponse finalement à laquelle on n'a pas de... C'est la question plutôt à laquelle on n'a pas de réponse. Faut-il abaisser les seuils d'intervention chez ces patients-là, simplement pour leur permettre de pratiquer leur sport? Question sans réponse. Merci de votre indulgence, de votre patience. Merci beaucoup Jean-François pour cet excellent exposé. Alors Jean-François a eu la délicatesse de répondre à toutes vos questions avant que vous les posiez. Et donc vu qu'on a un petit peu dépassé, il n'y aura pas de questions, mais je pense qu'il était tellement complet qu'il n'y en aura pas. On va rester avec un panel d'orateurs marseillais et on termine cette session avec une communication chirurgicale sur la chirurgie des valvulopathies. Et je vous demande d'accueillir Alexandre Métra qui va